Salut à tous, vous êtes bien sur motorstv.com et comme le temps passe vite, nous voici déjà arrivés au 19e débriefing et fin de la saison car le 19e et dernier Grand Prix, celui du Brésil, a bien eu lieu ce week-end. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Pas trop ému? Oh bah non, mais toujours un peu déçu, c'est toujours avec un peu d'émotion effectivement qu'on termine le dernier Grand Prix, c'est vrai. Maintenant, les saisons sont à 19 Grands Prix, voire 20 même dans les projets. Souviens-toi, il n'y a pas encore si longtemps, c'était 16 maximum. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors d'ailleurs, il y a une nouvelle qui n'est pas très rassurante d'Austin, hein, tu sais, au Texas, puisque là, apparemment, la position se durcit. Bernie Ecclestone a dit, bon, ils n'ont pas fourni les garanties financières. On sait qu'il y a un hiatus entre les gens qui construisent le circuit, qui sont des gens locaux du Texas, et puis le promoteur qui avait le contrat avec la FOA. Oui. Et a priori, il y a distorsion entre les deux. Donc malheureusement, je crains que le Grand Prix, là, il menace d'être annulé sous quelques jours ou quelques semaines. Voilà. Et Ecclestone a dit qu'il n'y aurait pas de remplacement. Non, il n'y aura pas de remplacement. On tomberait de 20 à 19. Exactement. Ce qui sera déjà pas mal. C'est pour ça que je rebondis sur ton Tout à fait. Sur ton nombre. Alors, ce Grand Prix du Brésil, marqué par la première victoire de la saison, il était temps, de Mark Webber. Mais il n'y a pas de langue de bois ici, vous le savez, donc je te pose tout de suite la question, parce que beaucoup se la posent. Les ennuis de boîte de vitesse de Sébastien Vettel, qui a dû se contenter de la 2e place. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de l'intox? Comment as-tu jugé ça sur le moment? Comment aujourd'hui, avec un peu de recul peut-être, tu analyses cette situation? C'est une question qu'il est totalement légitime de se poser et il est aussi légitime d'y répondre. Oui, je ne fais pas, comme tu dis, pas de langue de bois entre nous. Alors bon, le départ normal, Vettel a signé la pole, hein, la 15e de la saison, formidable. Donc il est détenteur du record absolu, la 30e de sa carrière, donc voilà, ça y est, il est au pinacle, il est devant Juan Manuel Fangio, juste pour situer un petit peu, donc voilà, ça c'est fait. Alors il part très bien, il commence à creuser un écart de 2 secondes 8, 3 secondes 2 je crois, et puis à un moment on comprend que peut-être il est un tout petit peu moins bien. On se demande s'il ne connaît pas justement quelques soucis mécaniques, ce qui permet à Mark Webber, qui a contrôlé derrière au moment du départ les autres furieux, de commencer à revenir vers lui. Et puis Webber fait une belle course constante, etc. Alors à un moment, effectivement, on se dit oula, et on croit comprendre qu'il a des problèmes vraiment mécaniques et que ça concerne le 2e rapport, qui est très important au Brésil, puisque notamment c'est lui qui commande toute la remontée, donc c'est lui qui pénalise lourdement en termes de temps. Alors on se dit que Webber, à la régulière, normalement, devrait terminer dans les roues de Vettel. Après, on va voir ce qui se passe. Et puis, d'un seul coup, j'avoue comme toi, nous sommes très surpris de voir qu'effectivement, instantanément, Vettel ouvre la voie totalement à Webber. Alors, là aussi, il y a la première réaction, j'allais dire sportive, c'est de se dire, tôt ou tard, il serait passé. Donc, pour ne pas handicaper Webber, parce qu'on ne sait jamais comment la course va évoluer, notamment à ce moment de la course, c'est assez tôt, hein, on ne sait pas si effectivement... Moi, je crois que c'est au 27e tour. Donc voilà, la météo va évoluer, il y a toujours des menaces de pluie, donc ça peut brouiller complètement les cartes. Quel va être le rendement, lui également, à bord de sa monoplace? Il comprend que l'équilibre, c'est quand même pas une voie royale. Hein, il y a un écart, mais il n'est pas colossal. Et puis, on connaît Button, on connaît Alonso, solide. Bon, on voit qu'Hamilton, lui aussi, est un peu moins bien. Mais bon, on se dit que peut-être... il y a une manière de protéger, puis après tout, peut-être Vettel dans sa tête te dit « Allez, il l'a bien mérité ». Alors maintenant, consigne où on va aller jusqu'au bout, ennui mécanique imaginé et pas réel, je ne crois pas. Moi, je pense qu'il a eu des problèmes, effectivement, sinon il n'aurait pas perdu son avance sur Webber. Alors, problèmes qui ont peut-être été résolus. Tu sais que maintenant, le pilote peut intervenir sur sa mécanique, sur certains plans. Il y a tellement de paramètres qu'on peut régler, etc. Ce qu'on lui avait demandé, c'est de faire ce qu'on appelle un short shift, c'est-à-dire effectivement de passer directement le rapport pour éviter de taper dans le rapport de seconde et de monter directement dans le rapport de 3e. Alors, on sait que les moteurs sont puissants. Le moteur Renault est l'un des plus souples et des plus drivables, je ne connais pas le mot en français, les plus utilisables. Voilà. Donc, ça veut dire que Vettel était en difficulté. Est-ce que ces difficultés ont été ponctuelles et que pour autant, il aurait pu se maintenir? Il a bien observé ses arrêts au stand. Il a même signé son meilleur tour en course à 3 tours de la fin. C'est exact. Nous l'avons noté. Bon. Donc, effectivement, ça peut plaider en faveur peut-être de... Allez, celle-là, elle est pour toi, parce qu'effectivement, tu m'as quelque part aidé, même si ce n'est pas vrai dans ce sens-là, mais il était important que peut-être Webber en gagne une, et c'était la première depuis 25 Grands Prix, depuis le Grand Prix de Hongrie 2010. Donc voilà, une forme de soulagement. Bon, on pourra épiloguer longtemps. Hein. Je crois que seuls les 2 pilotes savent vraiment, et puis peut-être une partie de l'équipe. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas pu s'empêcher de se dire que tout était bien, qu'il finissait bien. Et voilà, Webber avait sa victoire, Vettel n'est pas honteux sur le podium, il est déjà champion du monde. C'est vrai, ça peut ressembler à ça. Vrai. Malgré tout, Webber n'est pas vice-champion, hein, c'est bien Button. C'est bien Button. Qui termine là une nouvelle fois sur le podium, qui une nouvelle fois, moi j'ai eu le sentiment, était le meilleur chez McLaren. Hein. Hamilton a toujours été derrière lui et a en plus abandonné. Bon, ça évidemment, c'est sans doute pas de sa faute.
faute. Donc Button est bien le vice-champion de l'année. Bon, ça te semble finalement assez normal? Totalement logique, au vu des performances. De toute façon, Button, il s'est battu comme un diable. On l'a dit, c'est quelqu'un qui n'a pas son pareil pour exploiter un capital pneumatique, pour avoir une stratégie formidable, pour avoir une constance en course. Vraiment, j'allais dire en course, il n'y en a que deux auxquels on peut les comparer. C'est naturellement Vettel et puis c'est Alonso, parce qu'avec le matériel dont il dispose, et donc cette place de vice-champion, elle est largement méritée. Et puis par parenthèse, même si, bon, il a remporté le Grand Prix précédent, mais à la place d'Hamilton, moi je me poserais de plus en plus de questions, parce qu'il a à ses côtés un Button. En plus, moi ça me fait infiniment plaisir de voir ce type-là, parce qu'il est sympa, il est ouvert, il est normal, il est rapide, il n'a pas le melon, il est champion du monde. Ma foi, c'est un très très beau champion. Voilà, c'est mérité. Voilà, bon, allez, on va passer en revue rapidement un petit peu le reste du classement et d'autres choses qu'on a vues. Sutil devant Rosberg. Et devant Michael Schumacher. Bon, on va y revenir à Michael Schumacher et Bruno Senna. Mais Sutil nous fait 6. Hein, et il bat une Mercedes à la régulière. Hein. Alors, c'est remarquable, d'autant plus remarquable qu'il faut rappeler que c'est le même moteur. Et qu'il y a donc l'équipe Mercedes avec Rosberg. Alors là, on a bien compris qu'ils n'y étaient pas, pour le coup. Là, c'est un circuit qui n'a pas du tout convenu aux Mercedes, avec Schumacher qui a été très loin sur la grille. Et puis Rosberg, qui était vraiment à l'attaque, mais qui n'était pas à son niveau habituel. Alors, devancé par un Sutil. Alors, un Sutil aiguillonné par le fait que tu sais que son baquet est en danger, naturellement, on craint pour lui, parce que c'est un pilote, et là, on le savait rapide sous la pluie, on le savait constant, mais là, il réalise une très belle fin de saison, moyennant quoi, un pilote, quand il est menacé, il sort vraiment le meilleur de lui-même. C'est un remarquable résultat. Moi, je suis ravi pour lui. Maintenant, quels vont être les débats? Il y a beaucoup de bruit dans l'écurie Force India. Bon, Michael Schumacher, Bruno Senna, l'accrochage, la pénalité, les conséquences pour l'un et l'autre qui ont été évidemment très mauvaises. Hein. Ils ont plongé dans le classement. Comment analyses-tu ce fait de course? Alors, très clairement, et quand on revoit les images au ralenti, incident de course, ça c'est très clair. Michael Schumacher, parce que Senna lui ferme la porte à l'intérieur de ce premier freinage où on a vu beaucoup d'accrochages dans le passé. Il faut le rappeler, il y en a eu de nombreux. Bon, effectivement, Schumacher a raison de tenter l'extérieur. Il y a un premier contact parce que Senna tire un peu tout droit, effectivement. Ensuite, Schumacher continue sa trajectoire et c'est Senna qui vient toucher son pneu arrière gauche. Mérité quand même. C'est un peu dur quand même, c'est un peu dur. Mais bon, dans la mesure où la course de Schumacher était gâchée, que c'était terminé, puisque naturellement il a dû rallier le stand sur 3 roues, c'était un peu logique de pénaliser aussi Senna pour que sa course à lui soit également hypothéquée, même s'il avait perdu quelques éléments de carbone, on l'a vu au moment du choc. Bon, c'est un peu dur, mais c'est Alex Wurz qui siégeait au collège des commissaires sportifs. Un peu dur, mais pas immérité, voilà mon avis. Maintenant, devant son public, après une très belle qualif, c'est sûr que c'était un peu dur à vivre. Tiens, en parlant de Brésilien, Barrichello, Massa, un petit peu associés en fin de course. On les a vus faire quasiment un tour d'honneur chacun. Même Massa, les donuts, c'était sympa. Bon, écoute, Massa, un peu à sa place, j'ai envie de dire. Ça a été un peu dans sa place symbolique de l'année, 5-6e. Hein, bon, d'accord. Barrichello n'est pas dans les points. Crois-tu que tu le reverras l'année prochaine au départ? Je pense pas. Non, moi, mon avis, je pense pas. Alors lui dénie ça, dit non, je serai là, je vais me battre, etc. Mais pour aller où? Barrichello, c'est un pilote formidable, solide. Alors les décomptes, c'est toujours 322, 323 Grands Prix, enfin en tout cas un record quasiment inaccessible aujourd'hui. C'est un pilote qui a montré sa constance, qui n'a absolument pas démérité par rapport à Maldonado, qui est tout sauf un mauvais pilote, qui est un très bon pilote. À mon avis, ça va se jouer évidemment sur le tapis vert et plutôt au niveau des sommes que vont pouvoir... alors on parle donc, tout le monde le sait, de Raikkonen. Est-ce que ça va se conclure ou pas? Oui, mais finalement, ça tarde. Si ça devait se conclure, on aurait tendance à penser que ça aurait déjà dû être annoncé, fait, peut-être, non? C'est compliqué, d'autant que tu sais qu'il y a des menaces du côté également du sponsoring et des moyens amenés par Pastor Maldonado, du côté du gouvernement vénézuélien. Certains députés se sont émus des sommes importantes qui ont été débloquées pour accompagner Maldonado. Alors je ne sais pas par quoi tout ça va se traduire. Ce qui est certain, c'est que l'équipe Williams est un peu dans la tourmente aujourd'hui et que le véritable atout qu'elle est, c'est le moteur Renault, on le sait très bien, c'est la signature du moteur Renault. Ça, c'est un très bel atout. C'est une très grande équipe et j'espère que les grandes équipes ne meurent jamais. Il n'est pas question qu'elle meure, mais qu'elle va renaître de ses cendres et que là aussi, au niveau pilote, je crois que tout est ouvert à aujourd'hui. Et on va attendre effectivement de savoir si d'autres pilotes de talent sont capables, parce que je te dis, des bruits, là, il y en a dans tous les sens. Attends, alors on va terminer ce dernier débriefing de F1 de la saison par déjà une petite prospective sur 2012 et par un côté franco-français. Il ne faut pas se gêner. Ça y est, c'est fait. Charles Pic, je commence par les certitudes, sera bien pilote Marussia, ex-Virgin, en 2012. Ta réaction? Déjà, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, parce que c'est un pilote français depuis le temps qu'on n'avait plus de pilote français sur la grille. Ça remonte précisément à Romain Grosjean et juste avant lui, Sébastien Bourdet. Donc on est ravis, on est enchantés de retrouver un Français.
Maintenant, il y a des questions qui se posent. Hein. La question notamment, c'est la qualité de l'écurie. Oui. Parce que Marussia Virgin, eh bien, ils font les dernières lignes avec HRT, on le sait bien. Et on a vu les essais même à Abu Dhabi, où les deux Marussia étaient derrière. Bon, même HRT avec Nathanaël Berton, que je recevais hier dans l'émission sur RMC, donc était devant. Donc c'est vraiment un challenge très difficile. De surcroît, Charles Pic va normalement avoir Timo Glock, qui est un pilote allemand rapide, solide à ses côtés. Ben, je lui souhaite beaucoup de courage et bonne chance. En tout cas, très bonne nouvelle pour nous Français d'avoir déjà au moins un pilote français sur la grille. On va dire, ça c'est fait. Bon, ça c'est fait. Romain Grosjean, j'ai le sentiment que ça pourrait être vite fait aussi. Alors Romain, pareil, hein, je l'ai eu hier en direct dans l'émission. Bah écoute, il est chaud bouillant. Romain, il a fait tout le boulot. C'est-à-dire que là, on ne peut rien lui reprocher, mais vraiment rien. Et il a, comme on dit, allez, je vais utiliser le terme que Patrick a utilisé, il a garé ses deux équipiers. Il a garé Petrov à Abu Dhabi et il a garé Senna au Brésil devant chez lui. Alors, c'est ce que je vais poser cette question-là. Je lui ai dit, écoute, la première séance d'essai libre du vendredi matin, tu le laisses à, de mémoire, 2 ou 3 dixièmes. Et lui, il est 9e en qualif. Ça veut dire que tu es dans le top 10 alors en qualif? Alors, il s'est marré, il dit, bah non, ça... Enfin, mais oui, en fait, oui. Mais oui. Bah oui. Alors, d'autre part, les remontées d'infos par rapport à l'écurie sont bien passées. Il a changé, Romain Grosjean. C'est plus, allez, on va le dire, celui qui avait un peu le melon en 2009 quand il est arrivé pour remplacer Nelson Piquet Jr. en cours de saison et qui s'est dit, ça y est, attendez, là, vous m'avez vu. Faut le dire crûment, en termes simples, ça n'est plus le même garçon. C'est une preuve d'intelligence. Il est revenu au bas de l'échelle, il a travaillé, il a roulé en GT, il a gagné le titre GP2, il est meilleur que ses deux équipiers. Nom d'un chien, voilà un deuxième Français sur la grille. Éric Boulier, allez, on y va. Alors je sais que c'est le conseil d'administration de LRGP qui va s'appeler Team Lotus qui prendra la décision. On a bien compris qu'il y avait malheureusement aussi des implications budgétaires, j'ose le dire. Et je lui ai également posé la question de savoir si par hasard l'aide de Total, dont on sait que Total le soutient, le grand pétrolier français puisqu'il l'avait sur le casque, et de Renault qui va fournir les moteurs et qui peut, via peut-être un petit aménagement des règlements du tarif moteur, aider au fait que Romain soit là. S'il vous plaît, messieurs de chez Total et messieurs de chez Renault, faites ce qu'il faut. Merci beaucoup. Voilà. Et en 30 secondes pour conclure, Jeff, Jean-Éric Vergne et Red Bull et le Grand Prix de France. As-tu des infos ? Alors, au niveau de Jeff, bah écoute, c'est toujours le flou. On va voir quelle va être la politique adoptée par l'ensemble du groupe Red Bull. Alors là aussi, il y a des bruits qui ont couru dans le paddock. Ça y est, il a signé 3e pilote chez Red Bull, etc. Et pas chez Toro Rosso. Et pas chez Toro Rosso. Je crois que pour le moment, il faut se garder de tout ça. Bon, Buemi n'a encore pas eu de chance. Alguersuari n'était pas dans les points. Est-ce que le docteur Helmut Marko et je crois carrément, c'est au niveau de Dietrich Mateschitz, hein, est-ce qu'on va remettre tout à plat? Il y a des bruits qui courent selon lesquels même on ferait monter Daniel Ricciardo, qui était donc chez HRT, on le ferait monter chez Toro Rosso avec Jean-Éric Vergne. Tu vois, on est vraiment dans le flou absolu. Tout est possible. En tout cas, Jean-Éric a fait le boulot là aussi, même si malheureusement, bon, vendredi matin, il a eu des petits problèmes techniques, hein, donc là, il est resté à distance d'Alguersuari, mais il a fait le boulot. Il est là, il est constant, bonne remontée d'infos. À Abu Dhabi, c'était impeccable. Lui aussi, il est prêt. Je crois qu'il est prêt. Alors maintenant, est-ce que ce sera chez Toro Rosso ou bien éventuellement 3e pilote chez Red Bull directement pour préparer une arrivée sur la grille 2013 à l'arrêt de Weber? Weber a 35 ans. Ouais. C'est toute la question. En tout cas, moi, je souhaite aussi qu'il soit chez Toro Rosso et qu'il fasse toute la saison. Et là, on te rend compte, on pourra avoir 3 pilotes français sur la grille. Un mot de Jules Bianchi. Oui, que j'ai eu on aussi l'oublie pas, bien sûr. Jules, alors... J'ai senti à son ton, rien n'est réglé, hein, Jules. C'est formidable d'être 3e pilote Ferrari, mais pour autant, rien n'est réglé. Il n'ira pas chez Sauber Ferrari, c'est l'information. C'est déjà signé chez Sauber. Donc il faut trouver une place ailleurs. Et évidemment, Nicolas Todt, son manager, il travaille énormément avec l'appui de Ferrari. C'est peut-être compliqué à 7 minutes là, pour Jules, à qui on souhaite beaucoup de courage aussi, parce qu'il ne repartira pas en GP2, ça aussi. Oui, il repartira pas en GP2. Oui, tout à fait. Oui. Bon, et puis pour finir, le Grand Prix de France. T'as pas un petit truc à nous dire? On travaille, on travaille avec Claude Michy aussi comme invité, dans Motors hier. Donc, ce ne sera pas pour 2012, on le sait. Non, ce ne sera pas pour 2012, mais il y a 2 infos. La première, c'est que Claude Michy ne fait pas officiellement partie du groupe de réflexion mis en place par le Premier ministre François Fillon, mais il apporte des idées. On rappelle que c'est l'organisateur du Grand Prix de France Moto avec énormément de succès depuis 18 ans maintenant, et ça se passe super bien. C'est au moment que ça se déroule. Lui... considère les 2 circuits, les 2 sont valables à ses yeux, avec chacun un petit inconvénient. Je parle de Manicourt et du Paul Ricard. Lui n'a pas pris position là-dessus. En revanche, il a pris position sur un élément. Si le Grand Prix de France revenait, lui, il serait pour le fait qu'il revienne chaque année. C'est-à-dire non pas en alternance avec le Grand Prix de Belgique, à Spa, mais bien chaque année dans la grille. Alors je crois que c'est peut-être vers ça qu'on se dirige, qui serait une autre bonne nouvelle. Pas avant 2013, nous l'avons dit. Je
allez, croisons les doigts là aussi, espérons une bonne nouvelle pendant l'hiver, mais il y a des échéances politiques que vous connaissez également qui doivent peser lourdement dans la balance. Bon, allez, c'était un numéro assez long aujourd'hui, mais comme c'était le dernier de l'année, avec un peu déjà ces plans du futur, on en a profité. Bon, on vous remercie évidemment beaucoup tout au long de cette année d'avoir été fidèles, car on a certes notre noyau dur. Merci les internautes, les fidèles, les passionnés qui se retrouvent à toutes les émissions et qu'on retrouve toujours, on vous en remercie bien sûr. Mais le cercle s'agrandit. Absolument. Et on sait très bien qu'il faut du temps pour ça, mais cette année, on l'a bien vu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous écouter, à vivre notre passion aussi avec vous. Enfin, on vit tous la même passion, on est bien d'accord. Donc merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. MotorsTV.com continue évidemment cet hiver. Il y a une intersaison, mais ça continue. Et en fonction de l'actualité, Jean-Luc et moi, on ne s'interdit pas de revenir vous parler. On va même s'autoriser à le faire. Voilà. S'il se passe des choses, et puis il y a la Rock en direct le week-end prochain. Enfin, il y a plein de beaux événements sur Motors TV. On ne s'interdira pas de revenir, comme tu le dis très justement. Petit message perso, merci à Jean-Rémy qui nous a bien aidé tout au long de l'année à réaliser cette émission. Voilà, c'est tout, mais à très bientôt, n'en doutons pas. Salut.